Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Transforme ton burn-out en levier. Aujourd'hui, c'est une interview particulière. Et oui, nous avons un homme dans le podcast parce que bien sûr, le burn-out n'est pas qu'une histoire de femme, n'est pas qu'une histoire de mère non plus. Malheureusement, il y a pas de sexisme dans le burn-out. Tout le monde est concerné. Donc, j'ai le privilège d'accueillir aujourd'hui en interview un homme, Patrick, qui a un parcours vraiment inspirant de reconstruction de soi. C'est vraiment l'exemple parfait quand tu as exactement ce que la société attend de toi et que malgré tout s'effondre et tu te retrouves avec rien. Mais en fait, tu ne te retrouves pas avec rien. Tu te retrouves seulement avec toi, avec tes épreuves, avec tes traumas et avec tout à reconstruire. Et c'est ça le burn-out en fait, c'est plus qu'une histoire de patron, c'est plus qu'une histoire d'emploi, c'est une épreuve qui vraiment remet à plat tout ce qui a bâti ton identité avant le burn-out. Et c'est là maintenant à toi de choisir ce que tu veux en faire de cette identité, la rebâtir différemment ou pas, comment. Ben, c'est son parcours justement qui va nous montrer, qui va nous présenter comment est-ce qu'il a reconstruit tout ça. Parce qu'aujourd'hui, Patrick, il est thérapeute, thérapeute du cœur des hommes, et de son passé, il en a fait un fil rouge. Et maintenant, il aide les personnes à s'épanouir dans leur couple, mais également à se découvrir en eux-mêmes et par eux-mêmes à travers ce qu'ils vivent dans les relations sentimentales, parce que c'est également un très beau miroir que nos histoires de couple. Alors merci Patrick d'être là, merci de ta confiance pour témoigner ton parcours aujourd'hui sur ce podcast et Mhm. sur cette chaîne. Et du coup, ben, je t'invite à te présenter et peut-être commencer, ben voilà, également par parler de ton burn-out, à quel âge c'était, à quel moment de ta vie, quel a été le contexte au moment où ça s'est passé. Mm. Bonjour Magali, bonjour les auditeurs, les auditrices surtout. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir de participer à ce podcast parce que quand j'ai vu que tu faisais un podcast sur le sujet, je me suis dit, ah mais peut-être que mon histoire pourrait l'intéresser. Puis du coup voilà, c'était un peu assez spontané en fait quand on s'est contacté à ce sujet-là. Donc merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Euh, Mon burn-out, c'était il y a 11 ans maintenant. Là, je viens d'avoir 41 ans en début d'année, en février. Et du coup, c'était à l'aube de mes 30 ans. J'étais dans une situation de l'extérieur, vraiment une situation de rêve. Je travaillais dans le trading en Suisse. Je venais de me marier au mois de septembre, 4 mois avant. Euh, C'était l'autoroute de la vie comme tout le monde, en fait. Et on avait plus ou moins prévu d'avoir des enfants aussi avec celle qui est devenue mon ex-femme. Et voilà, de l'extérieur, c'était ça l'image. Et de l'intérieur, voilà, j'avais une double vie. J'avais une relation avec une autre femme pendant cette période-là. C'était pas très malin, mais voilà, c'était comme ça. J'avais envie de me casser une main tous les jours avant d'aller au travail. J'avais pas vraiment d'économie, mais j'avais pas l'impression d'être très riche malgré le type d'emploi que j'avais. Et j'étais extrêmement malheureux en fait de plein de choses. La seule chose qui allait bien dans ma vie ces dernières années, c'était mon couple. Et on n'en était même plus à cette étape-là justement avec plein d'éléments divers, mais qui, l'un dans l'autre, voilà, font que même ça, c'était plus un havre de paix, en fait. Et j'ai vraiment vu, pour moi, le burn-out, c'était vraiment je le vois vraiment d'un point de vue plutôt spirituel, on va dire. Euh, j'ai juste pas voulu voir tout ce qui périclitait autour de moi et en moi, on va pas se mentir. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, quand il y a tous les à côté qui tombent, au bout d'un moment, c'est soi qui tombe, quoi. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, l'image que j'avais, c'était que l'univers m'avait mis un peu sur une patinoire avec des patins à roulettes, puis je résistais. Puis après, on m'a envoyé des billes, puis je résistais. Et puis au bout d'un moment, l'univers, il s'est dit, bon, on va quand même le faire tomber, lui, parce que ça va plus du tout, là. Et du coup, on m'a envoyé genre un taureau ou quelque chose comme ça pour me rentrer dedans au moment où j'étais en équilibre, d'un équilibre, en fait, et ça tenait plus du tout, quoi. Qu'est-ce qui te Donc, faisait justement tenir? C'est-à-dire que là, donc tu étais en équilibre, tous les matins, tu allais au travail avec l'envie de te casser la main, et pourtant tu changeais rien, pourtant tu continuais, pourtant tu t'entêtais.
Qu'est-ce qui te faisait tenir dans ce trajet avec ces œillères et qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là justement? Est-ce que tu avais conscience que ça n'allait pas et que du coup tu ne voulais pas voir? Ou, tu vois, qu'est-ce qui se passait en fait en toi? Je pense qu'il y avait beaucoup d'apprentissages familiaux. Le travail, c'est dur, l'argent, c'est compliqué, ça vient lentement, ça part vite. Hem, il faut i entre guillemets, «il faut se faire violence», il faut, toutes des instructions comme ça qu'on m'a données, consciemment ou non, directement ou indirectement, qui m'ont laissé entendre que, bah, si j'aimais pas mon taf, bah, c'était juste normal, quoi. Et puis, bah, bon courage mon gars, serre les dents, il te reste 40 ans à faire et puis ça va être comme ça un peu toute ta vie donc si tu commences à te plaindre maintenant, tu pas fini, quoi. Il y avait un truc un peu inconscient comme ça, mais il y avait un truc comme ça que maintenant j'analyse a posteriori. Et puis consciemment, il y avait plutôt l'idée que, moi j'ai toujours voulu des enfants. Depuis que j'ai eu 16 ou 17 ans, c'était mon objectif numéro un dans la vie, c'était d'avoir des enfants. Et hem et avec, celle qui était ma copine d'alors et ma fiancée, puis ma femme, puis mon ex-femme, heu, chaque fois que je lui demandais: «Quand est-ce qu'on fait des enfants?» elle me disait: «Bah, quand on sera mariés». Et du coup, pour moi, le mariage, c'était un peu comme si moi, je tombais enceinte, en fait. C'était la première étape de ma paternité. Et du coup, voilà, ça faisait après on n'a pas précipité les choses non plus, hein. Ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, enfin 6 ans quand je lui ai demandé sa main. 6 ans qu'on était ensemble, 1 an qu'on habitait ensemble, on avait fini nos études chacun de notre côté et cetera. Donc entre guillemets, «on avait pris le temps», on n'avait pas précipité les choses parce que je voulais avancer. Et heu et en fait, le fait d'être malheureux au travail, bah, je me disais: «Ouais, mais bon, c'est pas le moment de changer de taf, c'est pas le moment de changer de formation, de». Je m'étais découvert une espèce de petite passion pour l'enseignement à ce moment-là, parce que mon ex-femme était prof et en fait, quand elle avait des repas avec ses amis, collègues, je trouvais ça hyper intéressant et je voulais en être, en fait. Mais c'était pas le moment de quitter mon job, de recommencer l'uni, de perdre le salaire et tout alors que, bah, le mariage est en train de se préparer, les enfants, c'est pour dans quelques mois et puis on va avoir besoin de thunes, quoi. Donc c'était voilà, il y avait un peu une pression comme ça que je m'étais mise par rapport à ça, les engagements, la volonté, les projets et à ce moment-là, dans ma vie, c'était supérieur à ma santé, en fait et ma santé a été obligée entre guillemets, «de se faire un peu violence» pour se rappeler que c'est quand même, c'est pas elle qui décidait de ce qui se passe, mais c'est elle qui décide de ce qui se passe pas, en l'occurrence. Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai ignoré justement, 1001 messages et au bout d'un moment, voilà, j'ai entendu cette phrase, bien plus tard, que je dis maintenant des fois à mes clients, je dis: «Si vous prenez pas quelques jours pour vous reposer, votre corps prendra le temps de se reposer, mais lui, il va prendre des mois, voire des années». Donc, Ouais, soit vous carrément. faites le sacrifice de quelques jours de temps en temps, soit votre corps fera le sacrifice de quelques mois, voire quelques années. Et ouais, bah, je ne savais pas ça avant. Et je vous confirme que c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est Carrément. exactement comme ça que ça se En passe. général, oui, c'est la 1re leçon qu'on apprend et surtout quand on en fait un et que celle-là, on ne veut pas la faire et qu'on s'entête à pas respecter cette phase de réparation. Vous pouvez faire ce que vous voulez, faire du bilan de compétences, changer d'emploi, vous y retournerez parce que c'est la 1re leçon qui est déjà de commencer à écouter son corps, à respecter son corps avant de respecter, les pensées qui nous appartiennent pas, les croyances de nos familles, les loyautés que l'on se met et qui font qu'on s'oublie complètement, en fait. Et du coup, donc là, c'est Mmh. tout le contexte que tu as eu, au moment du burn-out. Quelles conséquences ça a eu dans ta vie, le fait justement de rester drivé par tout ça et que ce soit le corps qui te dise, «Maintenant stop, tu arrêtes, moi je reste au lit et démerde-toi maintenant, je suis plus là». Qu'est-ce que ça a été comme conséquence? Bah, je suis mort déjà. J'allais dire: «Je suis né à ce moment-là», mais d'abord je suis mort. Mmh. Et au fait, j'ai tout perdu, au fait. Étant quelqu'un de très peu sociable à l'époque, j'avais beaucoup intégré la vie sociale de mon ex-femme. Du coup, j'avais plus vraiment d'amis de mon côté, ou alors, très lointains, et du coup, quand j'ai quitté mon ex-femme, bah, j'ai quitté l'appartement qu'on avait. J'ai quitté, 90 de la vie sociale que j'avais à ce moment-là.
J'étais en arrêt au travail et du coup, je me suis fait licencier, 3 mois après pour, désertion de poste, comme on appelle en Suisse. Donc voilà, en l'espace de 3 mois, j'avais perdu la femme, l'appart, les potes et le job. Du coup, je suis là: «OK, qu'est-ce qui reste?» Bah, il reste un diplôme universitaire, il reste, les langues étrangères, il reste, ah oui, j'étais brouillé avec une partie de ma famille aussi à l'époque, la moitié de ma famille vu qu'on est 4. Donc voilà, vraiment c'était le néant et j'ai eu plusieurs fois cette image en fait dans ma vie de ma vie en fait que je sais pas si tu vois ou si vous verrez, ces images qu'on voit dans le film Batman, en fait, où il est dans son garage et puis qu'il y a un monstre, une salle qui est immense, mais qui s'éclaire au fur et à mesure où il avance, en Mmh. fait. Où on Ouais. voit pas les murs, on voit ni le devant ni l'arrière, le plafond, il est très bas et tout et moi, ma vie, c'était ça à ce moment-là. Et C'était, il y a finalement, juste le carré de dessus qui est allumé et je sais pas si je peux avancer, aller à gauche, à droite ou derrière ou alors si, au fait, là, il y a un trou et je vais me péter la gueule. Moi, c'est comme ouais, ça que je voyais ma vie à ce moment-là. tu naviguais à vue, t'avais pas de vision, Mmh, pas de projet, si tu prenais les choses comme elles venaient. Et justement, quand tu es en plein dans le burn-out, tu es épuisé, tu as mal partout, tu as des angoisses, tu des problèmes de sommeil, tu as tous ces symptômes, tout ça. Hem, mmh, comment tu as géré justement, tout ce qu'il y a à reconstruire dans ta vie? Donc, parce qu'il t'a fallu quand même de l'énergie, parce que, bah, tu as quand mmh. même les démarches de licenciement, tu as quand même à retrouver un appart, donc faire des recherches. Tu es en arrêt de travail, donc les dossiers, c'est aussi compliqué. Comment tu as trouvé comme ça ce mindset et cette énergie pour malgré le fait d'avoir envie de rester au fond du lit parce que tu en pouvais plus, bah, finalement tu avais Mmh. pas le choix, tu devais avancer. Comment tu as géré ça? Bah, il y a un petit côté marche ou crève, quoi. Mmh. Quand tu quittes la femme que tu as épousée il y a 4 mois, ouais, rester au lit toute la journée et puis te plaindre et pleurer, c'est une option. Mmh. L'autre, c'est de se dire: «Bon, bah, je serai quand même plus moi-même, ça va me coûter encore un petit peu de faire ces démarches-là, mais je serai quand même plus à l'aise de faire ça chez moi où elle me verra pas, où j'aurai pas encore la culpabilité de lui prendre son temps, son espace, de l'énergie ou quoi». Et ouais, il y a un petit côté, bon, bah, je vais pas aller faire ça dans la rue non plus ouais, ça coûte énormément, à chaque fois qu'il faut faire un téléphone, il faut une demi heure de préparation. À chaque fois qu'il faut remplir un document, il faut 2 heures de préparation. Il faut montrer patte blanche, qui est un des trucs que je déteste le plus faire dans ma vie, même si j'ai la conscience totalement tranquille, mais cette idée de prouver que je suis quelqu'un de bien, ça m'a toujours, horripilé au plus haut point. Notamment sur ce cas-là, on cherche un appart, bah, il faut montrer qu'on a les moyens, qu'on n'a pas de dette, qu'on n'a pas des problèmes de voisinage récurrents. Enfin voilà, il faut montrer des éléments qui montrent qui rassurent la personne qui va vous confier l'appartement. Et j'ai toujours détesté ces trucs-là. Donc l'idée de devoir faire ça dans cet état-là, c'est ouais, c'est sûr que ça demande, c'est un peu un mode robot, en fait. C'est un mode Mmh. pilote automatique, c'est pas, l'envie n'existe plus, l'ambition n'existe plus, le désir, le plaisir, en termes d'émotions, la seule chose qui existe, c'est la culpabilité, la fatigue, l'abattement, des choses comme ça et on peut rien faire avec ça, en fait. Moi, il y avait vraiment un côté où OK, bah, ça, c'est les outils du moment et en même temps, bah, il y a quand même une entre guillemets, «une to-do list». Mmh. Heu, Trouver un appart, chercher un appart, aller le visiter, déposer un dossier, réunir des documents, organiser un déménagement, acheter des meubles, parce que j'avais emménagé chez mon ex-femme, 1 an auparavant à peu près, 1 an et demi et du coup, bah, à ce moment-là, moi j'avais liquidé, mon lit, mon armoire, ma télé, enfin tout mon mobilier, j'avais tout liquidé vu qu'elle, elle habitait déjà dans cet appart, c'était plus ou moins prévu quand elle a pris son appart que moi j'irais la rejoindre, mais elle avait tout ce qu'il fallait. On n'était pas un jeune couple marié qui doit tout acheter, elle avait déjà tout quand j'ai été emménager chez elle et c'était à elle. Du coup, quand je suis parti avec rien, donc il a fallu faire les magasins, il a fallu monter des meubles, il a fallu enfin, voilà, c'était vraiment du pilote automatique, quoi. Cette C'était pas du: période-là, «Aujourd'hui, j'ai l'énergie de ouais, faire ça». c'est C'était: ça. «Aujourd'hui, je dois faire ça». Et cette période, elle a duré combien de temps? Parce qu'en fait, c'est pas du tout une période de reconstruction. C'est vraiment comme tu dis, je suis en pilote Ah non. automatique, je suis en mode marche ou crève. Donc là, je vais encore Mmh mh. tirer sur la corde. Finalement, je vais pas encore m'occuper de moi. Là, je vais d'abord, assurer, mes besoins primaires qui sont d'avoir un toit sur la tête. Ça a duré combien de Mmh. temps? L'un dans l'autre, c'était assez rapide parce que j'ai eu de la là là où j'ai eu de la chance dans mon malheur, c'est que j'ai rencontré
enfin, j'ai trouvé un appartement qui était pas géré par une entreprise, mais par une personne. Et au fait, cette personne était extrêmement compatissante. La personne qui m'a fait visiter l'appartement en plus, elle m'a dit: «Le propriétaire, il a vécu plein de troubles dans sa vie, plein de zones de galère, de trucs comme ça, donc il est hyper compréhensif et rien qu'avec ce que vous me dites là, je sais que c'est vous qui aurez l'appart. Donc préparez-vous déjà à vous décider». Ah, gé Et je me rappellerai toujours, j'ai reçu le message par mail sur mon téléphone à l'époque, où on m'a dit: «C'est bon, l'appart, il est à vous. Maintenant, il faut juste que vous vous décidiez». Ça, c'est les mots qui étaient écrits sur le téléphone, mais en réalité, c'était: «Bah, si vous prenez l'appart, vous devez quitter votre femme. Vous allez pas prendre un appart si vous restez avec». Donc en fait, moi, c'était un peu à cette question-là que je devais répondre en répondant à l'email, en fait. Et j'ai mis déjà 2 heures à répondre à cet email pour dire oui, juste oui ou non. Et puis après, voilà, ça s'est fait assez rapidement et enfin, j'ai pas mis 2 heures, j'ai mis deux jours. On m'a confirmé ça, je crois, le 30 janvier et puis on m'a dit: «Voilà, vous pouvez le prendre». Puis j'ai dit: «OK, bah, je vais quand même y réfléchir encore 1 ou 2 jours». Et puis le 2 ou 3, je crois, j'ai reçu une relance en me disant: «Bon, bah, il y a l'autre couple de enfin, le couple qui vient après vous qui attend une réponse, donc on leur dit quoi?» Puis voilà, c'est là que j'ai mis 2 heures à répondre. Mais au fait, après le déménagement, encore une fois, je suis parti avec mes habits. J'avais pas grand-chose, parti avec ma PlayStation aussi, parce que c'est un peu tout ce que j'avais à ce moment-là. Et j'ai racheté un lecteur DVD pour pas laisser le trou dans la paroi de télé chez mon ex-femme. Et en tout, ça a duré, je sais pas, quelque chose comme 10, 15 jours, 2 semaines, ouais, peut-être pas beaucoup plus. Le temps vraiment de chercher, faire les démarches, dire oui, faire le déménagement. Puis après, une fois que tu es chez toi, OK, on te prête un matelas pour j'allais dire pour dormir, mais surtout pour pleurer la première nuit. Et puis après, bah, petit à petit, à force d'avoir du repos, d'être extrait de tous les conflits, de toutes les situations, que ce soit professionnelles, privées, administratives aussi, vu que c'est bon, j'ai mon appart, c'est bon, ça on peut mettre de côté. Quand il y a plus que toi et tes émotions, bah, c'est bon, tu peux les vivre et mmh. du coup les processer et du coup, je déteste le terme «gérer ses émotions», mais tu peux les vivre, les traverser et du coup, une fois que tu les as traversées, bah, elles sont derrière et il y a d'autres choses qui viennent, quoi. Et du coup, voilà, petit à petit, il y a un petit peu d'énergie pour aller chez IKEA pour acheter un lit. Après, 1 semaine après, il y a un petit peu d'énergie pour aller acheter un meuble télé. Après, il y a un petit peu d'énergie pour se faire prêter un canapé, puis aller faire le déménagement. Puis c'est comme ça, petit à petit, qu'on se reconstruit au fur et à mesure, quoi. Mais, mais ça, c'est plus pour la partie, matérielle, logistique. Après, dans la tête, ça se fait un peu au travers de tout ça. C'est pas, il y a pas un moment donné où je me suis dit: «Là, j'arrête le matériel, puis je pars dans la tête». Ça se fait un peu au fur et à mesure avec des séances de psy, avec, j'ai découvert la spiritualité à ce moment-là aussi, Mmh. avec, bah, pareil, différentes connexions, différentes personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là, qui m'ont accompagné à ce moment-là, qui m'ont libéré de certaines choses, qui m'ont dit certaines choses, qui m'ont orienté aussi vers de la kinésiologie ou des choses comme ça. Et voilà, l'un dans l'autre, c'est un peu comme ça que ça s'est pas dire que ça s'est terminé, mais il m'a fallu 2 ans, je pense, concrètement pour en sortir. Mais, mon arrêt de travail s'est terminé après, ouais, je crois 7 mois, quelque chose comme ça. En fait, j'ai eu l'arrêt de travail début janvier, j'ai déménagé au 1er février, j'ai fait mes 30 ans tout seul dans mon appart le 9 février. Tous mes anniversaires importants jusqu'à là a été complètement pourris. 18, 20, 25, 30, c'était juste une tradition chez moi. Tous mes gros anniversaires, ils sont ratés. Donc c'était dans la ligne, en fait, on va dire. Et ben, on Et va puis, pas, si c'est une coutume, on va pas changer la coutume, hein? alors si, je l'ai changé pour les 40 ans. Yes! J'ai réussi à la changer pour les 40 ans, j'étais super fier de moi. Et Mmh. du coup, ouais, mon arrêt de travail s'est terminé, je crois quelque chose comme fin juillet. Du coup, j'étais au chômage au mois d'août, début septembre. Puis vu que j'avais découvert cette idée de devenir prof, bah, je me suis dit: «Bah, je vais m'inscrire pour faire des remplacements». Avec un diplôme universitaire, même si c'était en économie, bah, c'était suffisant pour faire des remplacements et du coup, j'ai eu des remplacements et là aussi, l'univers a ouvert des portes parce que j'ai eu d'abord un remplacement de 2 semaines, je crois, 2, 3 semaines. Et puis après qui s'est prolongé jusqu'à fin avril et puis en parallèle, j'ai chopé un autre poste où là, j'étais titulaire, mais que pour une année, en fait. Mais du coup, j'avais 2 postes en parallèle dans 2 établissements, à Lausanne, en fait. Et puis ouais, au total, j'avais je me rappelle plus, 65 ou 70, quelque chose comme ça, avec des périodes, des cours différents, des âges différents, donc ça m'a permis de tester plein de choses en même temps, en fait et c'était vraiment chouette, quoi. Mais du coup, Selon ouais, l'arrêt de toi travail a duré quelque chose comme 7 mois, quoi, 7-8 mois. selon toi, qu'est-ce qui a fait que quand tu as repris une activité professionnelle, hem
Bah, tu n'es pas retombé dans un comportement qui mène au burn-out. C'était quoi la différence pour toi? Surtout que tu dis que c'est spirituel, tu as compris le message spirituel du burn-out, donc après je te demanderai un peu Mmh plus, sur ça. Mais là, tu vois déjà dans le premier burn-out que tu as fait, à 30 ans, il y a quand même ce lien avec également ta vie sentimentale, cette pression, cette réponse à ce qu'on attend de toi qui ne correspond pas forcément à ce que tu voulais vraiment. Et puis finalement, mh. tu décides de tout quitter, de te reconstruire, de faire un nouveau chemin et un nouveau parcours professionnel. Il y a des personnes à ce moment-là qui rechutent ou qui ont peur de la rechute, mais apparemment, j'ai pas Mmh. l'impression que ce soit le cas pour toi. Qu'est-ce qui fait la différence? Ça a failli être le cas. Mmh. Ça a failli être le cas parce que, bah, l'être humain étant relativement, têtu, borné et égotique, on n'aime pas, souvent il nous faut 2 fois la leçon pour comprendre et en fait, j'ai eu cette deuxième leçon plus tard, genre 2 ans plus tard à peu près. Mais du coup, j'étais juste plus aligné avec moi en fait, d'un point de vue professionnel, hem, d'un point de vue de la gestion du temps aussi, gestion des «attentes sociales» entre guillemets. Je passais d'un mec qui vient de se marier et qui veut des enfants, qui bosse dans le trading, à un célibataire dépressif qui est prof. On attend Ouais, forcément il y a forcément beaucoup moins d'attentes sociales quand on dit il y a moins de merde, le mot m'échappe. Il y a moins de, on vient moins nous chercher aussi, pour aller boire un verre, pour aller en week-end là-bas, pour faire ceci, pour faire ce truc, non, je suis tout seul dépressif chez moi et ça c'était assez transparent, hein, c'était pas, je faisais pas de grand mystère à ce niveau-là. Du coup, mmh, j'avais très peu de sollicitations, voilà, c'est ça le mot. J'ai beaucoup moins de sollicitations aussi et du coup, j'avais plus le temps de, bah, de gérer mon chenil, quoi, de gérer mmh, ma merde et puis de pleurer ce que je voulais pleurer, et puis de me culpabiliser autant que je voulais, de sortir le martinet si ça me disait et puis voilà, de faire un peu, de donner de la place à ces émotions, de faire ma thérapie, mes thérapies et puis de découvrir un peu, les héritages familiaux, les héritages, des ancêtres aussi, des choses comme ça et du nombre de choses que je portais qui étaient pas vraiment à moi, du nombre de choses que je portais qui étaient à moi, mais qui étaient plus vraiment nécessaires. Enfin voilà, c'est un cheminement quoi, mmh. pour arriver là devant cet écran aujourd'hui, c'est 11 ans de travail quoi. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, mais si on fait pas le premier pas, on n'avance pas du tout quoi. Donc C'est pour moi, c'était vraiment ça qui était prendre du temps, se donner du temps, prendre soin, pas, métro boulot dodo, c'est bon, j'ai fait ça 3 4 ans, ça m'a tué, quoi. Donc donc voilà, j'avais pas envie de reproduire ça, en fait. J'avais pas envie de reproduire ça et je pense que j'ai eu, je veux pas dire que j'ai été malin, mais j'ai eu de la chance de trouver une opportunité professionnelle qui correspondait beaucoup mieux à mes aspirations. En termes de gestion du temps, c'était beaucoup plus facile aussi. J'avais une copine à ce moment-là, qui a été un soutien, dans ces périodes-là vraiment, magnifique et je veux pas dire de tous les instants, mais presque. Elle m'a beaucoup donné d'espoir en fait, beaucoup donné d'énergie et voilà, après c'est un peu dans ce contexte-là que je me suis petit à petit, remobilisé déjà. mmh J'avais mh. vraiment l'impression d'être passé à la passoire, de m'être complètement liquéfié, puis, tout ce qui reste, c'est une espèce de grosse tâche par terre de Patrick avec, bah, ses compétences, ses diplômes, ses aspirations, ses ambitions et puis, bah, d'abord se remobiliser et puis ensuite une fois qu'on est de nouveau entier, bah, se relever petit à petit, se mettre à genoux, se mettre assis, puis après accroupi et puis finalement avoir le courage dans la vie de se relever, puis de se dire: «OK, bon, bah, maintenant je fais quoi?» Je pense que c'était un peu ça ma reconstruction. Mmh. Ouais, commencer à faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire de pas directement dire: «Bon, ben, voilà, j'ai fait ça parce que, bah, finalement mon travail ça n'allait pas et ben j'ai peut-être juste à changer de travail et à changer de Mmh copine mh. et à changer ci et à changer ça». C'est d'abord accepter d'être, tu dis en bas, écrasé là par terre et de se Ouais. dire: «Bon ben là, ça vient pas forcément de dehors, ça vient pas forcément de l'extérieur et peut-être que je peux faire de ça, une nouvelle version de moi qui est complètement détachée», bah, comme tu as dit, des croyances qui m'appartiennent pas, du transgénérationnel, Mmh mh. me détacher de liens familiaux que j'ai peut-être pas envie de garder parce que finalement ça m'apporte rien aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter Ouais. aujourd'hui finalement, si ça dépend que de moi, si je dois me détacher de tous ces trucs qui Ouais. m'appartiennent pas?
Et toute cette Ouais. phase, elle est super importante en effet et c'est utile de comme tu as fait, de commencer par, bah, retaper le corps. Faire d'abord les Mmh. situations d'urgence, on colmate on colmate les brèches et Ouais, puis une fois que c'est ça. la brèche est colmatée, qu'on a le toit, qu'on a, voilà, un minimum de sécurité vitale, bon, bah, là, on attaque le gros du sujet, qui est plus spirituel de Mmh. ce chemin-là et c'est à ce moment-là que Mmh. tu l'as commencé? Quand tu as commencé à être prof, quand tu as été ce prof dépressif qui a commencé à reprendre un peu Ouais. sa vie en main, c'est là que ça a commencé? Ouais. Il y a juste un truc, je voudrais revenir, tu as dit: «Ça vient pas forcément de l'extérieur». J'ai juste envie de changer un peu l'ordre des mots dans la phrase. Je dirais que ça vient forcément pas de l'extérieur. L'extérieur qu'on a autour de nous quand on s'écroule comme ça, c'est nous qui l'avons créé et c'est juste des situations à la base qui nous qui nous apportent des choses, qui satisfont des désirs, des ambitions, des aspirations. Puis au final, quand elles prennent toutes vie vraiment bien leur place, on se rend compte, c'est juste une merde à côté d'une autre, à côté d'une autre, à côté d'une autre, puis qui nous renvoie juste le miroir que: «Waouh, mais j'ai fait tellement de merde, en fait, jusque-là». Ça vient forcément de nous. Ce qu'on a construit, ça vient de nous. Donc si on est dans une situation comme ça, désolé si ça choque, aussi difficile que ça puisse être à entendre ou à comprendre, ça vient forcément de nous. Ça vient forcément de nous. Le porte-monnaie que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui l'ai acheté, le chenil qu'il y a sur mon bureau, c'est moi qui l'ai fait et puis cette déco là derrière, c'est moi qui l'ai fait aussi. C'est pas, on peut accuser, l'astrologie, les ancêtres, ceux d'avant, ceux d'après, la pression sociale, le patriarcat, le matriarcat, le machisme, tout, on peut accuser tout le monde. Au bout d'un moment, notre vie, c'est le résultat des choses qu'on en fait, donc pour moi, en tout cas, c'est pas ça vient pas forcément de l'extérieur, ça vient forcément pas de l'extérieur et moi, ça a été le jour où moi j'ai compris ça, ça a été vraiment fondamental dans ma vie et dans ma courbe de vie, j'ai envie de dire, parce que ça m'a vraiment recentré sur: «OK, donc si tout dépend de moi, bah, je peux tout et du coup, OK, putain, je veux quoi, en fait?» Mince, maintenant j'ai le choix. En fait, je Mais peux c'est décider. exactement ça, Je décide quoi? c'est exactement ça. J'ai le choix et là, la psy que j'avais à l'époque, elle m'a dit un truc qui m'a vraiment brain fuck. Elle m'a dit: «Choisir, c'est renoncer». Quand tu vas au restaurant puis que tu as le choix entre 3 desserts, bah, soit tu fais le goret puis tu prends les 3, puis tu es malade après, puis tu vas le regretter, puis ça va coûter plus cher et tu auras moins de plaisir au fur et à mesure, ou alors tu en choisis un. Mmh. Mais pour en choisir un, ça veut dire que tu en as supprimé un, puis après que tu en as supprimé un deuxième. Mmh. Choisir, c'est renoncer et il faut accepter de perdre des options quand on veut faire des choix et en même temps, faire des choix, prendre des décisions, c'est la seule chose qui nous fait avancer, la seule. Ouais, carrément. Sur quoi tu te bases quand tu fais des choix pour savoir que ces choix-là te permettent de renoncer à des choses, mais pas à toi et que ça te permet d'avancer, même si c'est pas forcément le bon? Bah, il y a un truc que j'ai beaucoup vu sur les applications de rencontres, c'est les gens, enfin, les femmes en l'occurrence, vu que je suis hétéro et que quand je fréquentais ces sites, j'étais beaucoup sur les profils de femmes. Moi, je fonctionne au feeling. Ouais, mais on fait tous ça. Personne va se dire: «Ah ça me fait chier, je vais le faire. Ah ça me plaît pas, je vais l'acheter». Non, on fonctionne tous au feeling et à ce niveau-là, j'ai pas de clé particulière, j'ai pas de d'outils ou de tricks à partager en particulier. C'est le feeling qui décide ce qui nous fait du bien. Après, il faut faire la distinction parce que s avant d'avoir la chose en question, on a l'impression que ça nous fait du bien. Ça va nous faire du bien. Ça nous excite, ça nous donne envie, on se projette, on se réjouit et tout. Puis en fait, bah, peut-être c'était pas bon. Donc le seul truc que je fais plus maintenant qu'avant, c'est d'être à l'écoute du corps, des émotions, des ressentis aussi. C'est pas forcément des émotions. C'est peut-être une chaleur, c'est peut-être des picotements à quelque part, c'est peut-être, je sais pas, je dis: «Ah bah tiens, j'ai envie de prendre, ce truc-là ou ce truc-là», puis sur un des 2 je me mets à tousser, comme si, il y avait un truc à expulser, que non, c'est pas ça que je veux ou c'est vraiment écouter le corps, en termes d'émotion et de réaction, ouais, de réaction, Physique? tout simplement. Mmh. Ouais et aussi pendant l'expérience.
s'il y a des choses qui vont pas, le corps, il manifeste ça en permanence. C'est aussi pendant l'expérience que le corps, il va dire si c'était un bon choix ou pas. Et aussi, on est toujours beaucoup plus malin après, donc ne pas se culpabiliser en disant: «Ah merde, j'ai fait un mauvais choix». Tu as pas fait un mauvais choix, tu as fait une expérience et ça t'a appris quelque chose. Tu peux définir maintenant que c'était un mauvais choix, c'est que ça t'a appris quelque chose. Ouais, ce que ça montre là, ce que tu dis, c'est super important et souvent quand on dit: «Ouais, mais j'hésite entre, le cœur, l'esprit, le mental et tout ça, je sais pas». Bah, ce qu'il faut comprendre par rapport à tout ce que tu dis là, c'est que la dernière chose en toi qui peut choisir et qui a la vérité, bah, en fait, c'est ton mental et ce sont tes pensées. Et justement, là où tu fais l'erreur, c'est quand tu te bases uniquement sur ce que tu crois et sur ce que tu penses et que tu oublies de te baser sur ce que tu ressens émotionnellement et physiquement. Parce que tes pensées, Exactement. ton mental ne se basent déjà que sur les expériences passées, donc il peut rien t'apporter de neuf et de nouveau. Mais en plus, Mmh. il est dirigé par le corps et les émotions. Mmh. Si tu as des pensées de merde, si tu as des pensées obsédantes, si tu as des ruminations, c'est uniquement parce que ton corps et tes émotions sont en train de dire à ton mental: «Il y a un problème, il serait temps que tu regardes un peu à l'intérieur». Exactement. Donc c'est ça Exactement et qui c'est ça qui est c'est comme de dire, je conduis une voiture sur l'autoroute, puis la voiture, elle a eu un accident. Bah, ça, c'est le mental. Parce que si tu vas à la base du truc, c'est pas la voiture qui a eu l'accident. C'est le gars qui conduisait la voiture, qui a mal conduit la voiture et qui a fait un accident. La voiture, elle a rien fait, elle était parquée à la base, on lui a rien demandé. c'est Mettre les Prendre les décisions sur la base du mental, c'est la même chose. C'est ouais, penser que c'est le mental qui décide, c'est penser que c'est la voiture qui a fait un accident. Se rendre compte qu'au fait, c'est les émotions qui gèrent et les ressentis. Ça, c'est prendre conscience qu'il y avait un pilote dans la voiture. mmh, Tout ça me fait défaut penser mécanique mis à part évidemment, hein, voilà, mais voilà, mais c'est comme c'est rater une l'idée. étape, en fait. Voilà, c'est toi qui conduis la Oui, c'est ça, voiture, faut pas oublier et tes réflexes sont guidés par ton corps et tes émotions et c'est ça ça. voilà, c'est faut pas l'oublier. Tout à l'heure et tu l'as dit Mmh. plusieurs fois que le burn-out, c'est quelque chose de spirituel. Qu'est-ce qui t'a apporté, toi, de ton côté? Qu'est-ce qui t'a révélé? Qu'est-ce que tu mets dans spirituel par rapport au message de ton burn-out? Mais mon gars, tu es plus du tout à ta place. Casse-toi. Puis si tu veux pas, on va te casser pour que tu puisses ensuite, ramper ailleurs et te reconstruire ailleurs. Pour moi, c'était ça. Bah, déjà, c'était la découverte du monde spirituel, hein. Je croyais pas du tout à tout ça. J'étais à cette époque-là, sous le mot cartésien dans le dictionnaire, il y avait une photo de moi, quoi. C'était vraiment, il y a une case pour chaque chose et une chose pour chaque, enfin, vous avez compris. Ouais, non, mais Et là, tout d'un coup, on me dit: «Tu es hanté par ton grand-père». C'est bon, vas-y. lâche-moi. J'entends Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais au fait, ce qui est fou, c'est que ça j'ai d'abord «découvert ça tout seul» entre guillemets, avec un calme, je sais pas, on dit d'habitude un calme olympien, mais là, c'est plutôt un calme de je sais pas quoi faire avec ça. Je me sentais observé chez moi, je me sentais, comme s'il y avait quelqu'un, comme si en burn-out, je pense que je prenais une douche tous les 12 jours à peu près et pourtant j'entendais de l'eau couler dans ma baignoire à 3 heures le matin ou des choses comme ça. La télé s'allumait toute seule et puis quand j'allais pour l'éteindre, j'arrivais à 10 centimètres de la télécommande, puis c'est là que la télé s'éteignait ou des choses comme ça. Et j'avais dit à mon ex-femme à ce moment-là, on était restés en contact encore un moment et je lui avais dit: «J'ai l'impression d'être, je suis pas tout seul à la maison, en fait. Mais en même temps, je me sens pas, menacé. Je me sens pas, en danger, quoi. Mais je sais que je suis pas tout seul à la maison». Et puis, au fait, elle a eu par une amie cette information que voilà, il y a des choses qu'on voit pas qui existent. Il y a des vibrations, il y a des énergies, il y a des ondes Wi-Fi, il y a des températures aussi, on les voit pas, mais on sait qu'elles sont là, elles nous impactent. Ben, il y a aussi des morts, il y a aussi des croyances du passé, il y a aussi des traumas, il y a plein de choses comme ça. Donc pour moi, c'était avant tout une découverte, au fait, d'un monde, complètement, inconnu, en fait et je veux pas dire, je veux pas dire insoupçonné parce qu'on on en parle, on en voit, il y a des histoires dans les journaux, il y a des séries, il y a des films et tout, mais c'est de la fiction, quoi. Puis au bout d'un moment, on se dit que: «Waouh, ça a peut-être joué un rôle, en fait». Puis tout d'un coup, alors qu'il est mort depuis 10 ans, on sent une odeur de son grand-père, puis on se dit: «Oh putain, c'est fou ça, c'est quoi ce truc?»
puis voilà, donc pour moi, c'était surtout une découverte, au fait, de ce monde-là, comme si ce monde-là voulait m'intégrer, mais que qui toquait à la porte, en fait, puis que je voulais pas entendre et du coup, au bout d'un moment où tous les murs sont tombés, bah, ah, c'est bon, je peux y entrer et pour moi, c'était ça et du coup, à partir de là, vient une énorme charge de responsabilité. Ça peut faire peur quand je parle de énorme charge de responsabilité, mais moi, j'ai vraiment la croyance que la responsabilité et le pouvoir sont les 2 faces d'une même médaille et en fait, de prendre mes responsabilités, ça m'a donné du pouvoir. Justement, si c'est de ma responsabilité ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, ça veut dire que là, je repars à peu près d'une feuille blanche. Il y a plus de copines, il y a plus de job, il y a plus de femmes, il y a plus d'enfants à venir, il y a plus, ceci, cela. Ben, ça veut dire que j'ai la responsabilité et donc le pouvoir de faire de ma vie ce que j'en veux, en fait. Et du coup, voilà, la question c'est, bah, je veux quoi? Je veux quoi? Bah, les émotions, elles disent quoi? Elles disent qu'on est triste, qu'on s'en veut. OK, donc on va peut-être nettoyer un peu tout ça, puis on verra après ce qui émerge. Puis du coup, c'est là que la thérapie a été vraiment importante pour moi, dans le sens où j'ai appris à me connaître, à me comprendre surtout. J'ai appris à me comprendre, à comprendre que, si je sais pas me comporter, face à du sucre, c'est à cause de ceci. Et puis si, je me comporte comme ça vis-à-vis des femmes, c'est à cause de cela. Et puis si j'ai une telle aversion à devoir montrer patte blanche, c'est à cause de ce truc-là. Et puis de comprendre d'où viennent mes réactions et mes manières d'être dans la vie et qu'il y a des raisons et faire le bilan en fait. Bah, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas? Ce qui me convient, bah, parfait, je le garde. Je sais ou pas d'où ça vient, mais ça me convient comme ça, donc je le garde. Puis ce qui me convient pas, bah, je veux le changer. OK, bah, il faut changer quoi? Il faut changer ce que je fais ou il faut changer ce qui fait que je fais comme ça maintenant? L'idée, c'est pas de mettre un sparadrap sur le front quand on a mal à la tête, quoi. Donc s'attaquer à ce que je fais sans m'attaquer à d'où ça vient, ça avait pas vraiment de sens pour moi. Donc Ouais, heu, donc voilà, j'ai décidé de m'attaquer vraiment à tout ce qui était cet aspect spiritualité, kinésiologie, les legs conscients et inconscients des parents, des grands-parents, de ceux d'avant et cetera. Les croyances, sur l'argent, sur le travail, sur l'amour, sur, un homme c'est comme ça, une femme c'est comme ça et puis puisque ouais, moi le ce nettoyage. que moi j'en avais intégré aussi. Parce Mmh. que l'image dans ce travail sur moi, l'image que j'avais moi de c'est quoi un homme, qui fait que je voulais pas vraiment en être un, c'est pas quelque chose qu'on m'a inculqué ou j'avais en tout cas largement, alourdi le tableau quoi, de mon propre plein gré comme on dit. Donc voilà, c'était très, il y a des legs, mais il y a aussi ce que moi j'ai construit sur ces legs, C'est qui au ça. final me desservaient plus qu'autre chose quoi. Oui, parce que c'est pas tout de chercher à comprendre et puis d'avoir des justifications et d'avoir des réponses à pourquoi, pourquoi, pourquoi. Au bout d'un moment, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et on tourne en rond sur ces questions si on décide pas d'en faire quelque chose. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est de décider d'en faire quelque chose et pas de s'en servir comme justification. Me dire: «Ah bah oui, mais bon, c'est normal parce que mon grand-père, oui, c'est normal parce que dans ma famille, les femmes, c'est comme ci, oui, mais c'est normal parce que j'ai pas eu ci, parce que j'ai pas eu ça». C'est Tu ça. l'as pas eu, qu'est-ce qui t'empêche de te le procurer aujourd'hui? Et c'est vraiment Exactement. ce mindset-là qui fait la différence et ce switch qui est important et qui fait que, on rechute ou pas, ensuite. Parce Mmh. que cette phase de compréhension, elle est nécessaire, elle va dans la phase de réparation. Mais le switch de maintenant j'ai compris et du coup j'agis parce que maintenant que j'ai compris, je sais ce que je ne veux plus et du coup je vais aller vers ce que je veux, c'est ça qui va faire la différence. C'est là où Mmh. tu as ce truc et c'est ce que tu as mis en place puisque maintenant tu es même plus prof, aujourd'hui tu es à ton compte, tu es Mmh. thérapeute, tu aides les gens. Mmh. Hem, est-ce que justement pour toi, tout ça c'est vraiment derrière? Cette construction, elle est toujours en cours parce que de toute façon c'est l'évolution d'une vie. Tu en es où là maintenant? Je suis heureux, je suis épanoui et ça fait, je dirais 3 ans à peu près, ouais 3 ans je pense que la première fois je me suis dit: «Là, je suis au sommet de ma vie pour aucune raison». J'habite dans un studio, j'avais encore pas de meuf à l'époque, j'avais des dettes, j'avais, je crois même qu'à ce moment-là, j'étais au ch je sais plus si j'étais au chômage à ce moment-là ou pas, mais en gros, il y avait presque rien qui allait dans ma vie, mais moi j'étais, j'étais top of the pop, quoi et j'étais là: «Waouh, là je suis épanoui pour rien».
Je suis hyper heureux dans ma vie. Pour rien au monde, je voudrais que demain soit différent d'aujourd'hui. Alors que j'avais 3 fois rien. Et là, je me suis dit: «Waouh, ça a quand même servi à quelque chose tout ce que j'ai fait». Et et là, globalement, dans ma vie où j'en suis, c'est, j comme tu as dit, l'évolution elle est permanente. Les alors j'ai eu plein de jobs différents, prof n'a été qu'une étape. Hem et là, le fait d'être thérapeute, d'aider les gens, d'accompagner les gens, de les aider déjà à comprendre où ils en sont, où ils sont, plus globalement. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça? Faire un état des lieux, en fait. C'est toujours comme ça que je commence avec mes nouveaux clients. Faire un état des lieux du: «Hein, il y a ci qui va pas». OK, pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui, dans ton passé, fait que ça engendre ça aujourd'hui? Ils me le disent ou pas, ils le savent ou pas, ou des fois c'est juste, moi qui fais des suppositions puis qui me disent: «Ah mais c'est fou, tu connais mes parents?» «Non, je connais pas tes parents, mais je connais l'être humain». Et du coup, faire d'abord ce bilan-là et ensuite les aider à résoudre ce qui va pas, ce qui coince dans leur vie, voir des résultats, recevoir des messages de gens qui me disent: «Ah ça y est, j'ai enfin trouvé une copine. Ça y est, j'ai enfin réglé les problèmes de communication avec mon mari». Parce que je suis thérapeute du cœur des hommes, mais j'ai aussi des clientes, avec le même plaisir et les mêmes, dévotions et résultats. Et du coup, c'est vraiment, c'est hyper riche pour moi de voir l'autre s'épanouir en fait et de me dire que, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai pas cette prétention-là parce que ça voudrait aussi dire que c'est les autres qui ont fait ce que moi j'ai réalisé pour me relever et c'est pas faux, c'est pas vrai, pardon. Je dois pas tout ce que j'ai fait aux autres. Les autres, ils m'ont accompagné, ils m'ont donné de l'amour, du temps, de la compréhension, de l'écoute, des infos, des conseils, des références, tout ce que vous voulez. Mais j'aurais pu tout à fait prendre ça, mettre tout dans un sac et puis mettre à la poubelle. C'est moi qui ai fait avec tout ce qu'on m'a donné. On m'a donné beaucoup, mais j'ai utilisé ce qu'on m'a donné pour faire quelque chose. Donc je le dois qu'à moi de m'être relevé et ces gens qui sont mes clients aujourd'hui, ça m'enchante de les voir se transformer comme ça, mais ils le doivent qu'à eux. Ils le doivent qu'à eux parce que c'est eux qui font ce travail-là, donc je veux pas m'envoyer les fleurs de ça. Mais le fait que je puisse être spectateur de ça, c'est déjà tellement un privilège. Et aujourd'hui, je vis de ça, je vis de ces compétences, je vis de ces analyses, je vis de cette lecture un peu intuitive de plein d'outils que j'avais dans ma vie qui m'encombraient plus qu'autre chose parce que, bah, je sais pas moi, des fois, je prends un exemple bateau, c'est pas un exemple réel, mais le prof à l'école, il mettait un calcul au tableau, puis moi, sans sortir ma calculatrice, je donnais le résultat. Puis il me disait: «Comment t'as fait?» Je sais pas, je vois le Santé. truc et ça me paraît évident quoi que et je pense que c'était déjà des parts de médiumnité ou de choses comme ça, quoi, donc c'est des choses qui me posaient plus de problèmes qu'autre chose. À certains moments, quand on te donne des outils puis que tu sais pas quoi en faire, Mmh. je sais pas, imagine tu es carrossier puis on te donne une lime à ongles. Bah, ouais, mais c'est gentil, mais je vais en faire quoi? Bah, je la mets dans une poche et puis après on va te donner, je sais pas, une vitre. Bah, je la mets dans une autre poche, puis je verrai bien, peut-être qu'à un moment donné ça va me servir. Puis à force d'avoir plein de trucs dans mes poches comme ça, je me dis: «Ah ouais, putain, je pourrais utiliser ce truc-là. Ah, puis ce machin, puis» et puis où j'en suis dans ma vie, c'est que j'ai l'impression d'utiliser enfin, pas encore tous mes outils, mais j'ai compris à quoi servaient ces trucs que j'ai reçus dans le passé Mmh. et maintenant j'arrive à les utiliser à leur escient, pour faire ce pourquoi ils ont été destinés et c'est jouissif, en fait. C'est jouissif. La vie, elle est dure seulement tant qu'on croit qu'elle est dure. À partir du moment où on comprend que la vie, c'est incroyable, bah, elle devient incroyable, en fait et je pense que comprendre les outils qu'on a et savoir quand et comment les utiliser, ça fait partie de ce côté incroyable et facile et intéressant et intriguant et challengeant aussi, hein. Je dis pas que c'est du tout cuit non plus, hein. Il y a du challenge, il y a du défi, mais ça en vaut tellement la chandelle. Moi, j'en suis là dans ma vie aujourd'hui, c'est que je kiffe chaque jour, autant que le précédent et j'espère un petit peu moins que celui d'après, quoi. Bah, justement, c'était la question que je voulais te poser. Tout à l'heure, tu avais cette image de toi qui était, le Patrick à terre, complètement à plat, avant qu'il se mette sur, les genoux, puis sur, un pied et puis sur le deuxième. Mmh. Aujourd'hui, l'image de Patrick, si tu dois la décrire, la dessiner, elle serait comment? Elle est très, elle est très sobre, j'ai envie de dire, parce que je suis pas, j'ai jamais été très expandieux, j'ai jamais été très,
Je fais pas beaucoup de vidéos, je fais pas beaucoup de publications sur les réseaux sociaux, mais j'ai de la «peine» entre guillemets ou de l'humilité, je sais pas, mais à me montrer vraiment, flamboyant, lumineux. Je fais 6 mètres et puis j'ai des bras de 14 mètres pour attirer tout le monde à moi. Je me vois pas comme ça, je suis juste, je garde encore un milliard de défauts, hein, sans problème. Je suis un gars qui fait 1,70 m, qui est en surpoids depuis, je ne sais combien d'années, qui a des addictions au sucre, qui a une vie de couple, formidable, mais qui demande du travail aussi, qui demande certains, pas dire des sacrifices, parce que c'est des choses qui me font plaisir de faire, mais qui demandent un investissement, qui demandent une certaine compréhension, une certaine écoute de l'autre, qui demandent de se mettre en deuxième plan des fois. Ma copine actuelle, elle a un job, elle est aux études, elle a 2 enfants, elle habite à 50 kilomètres de chez moi. Si je lui dis: «Non, c'est mon agenda d'abord et puis c'est toi qui te déplaces», bah, on se voit plus, puis la relation elle meurt, quoi. Donc il y a des choses comme ça à garder cette humilité, puis à se mettre un peu au second plan, puis à voir qu'est-ce qu'il y a dans mon intérêt? Bah, sur cette idée-là particulièrement, c'est que ça continue et qu'est-ce qu'il faut pour que ça continue? Ben, voilà, il faut que là, ce soit moi qui fasse l'effort et puis il faut que là, ce soit, j'accepte que ce soit elle qui fasse l'effort sur ce plan-là et puis voilà, en faisant comme ça marche, mais j'ai pas l'impression d'être un surhomme, j'ai pas l'impression d'être un je parlais de Batman avant parce que c'est mon super-héros préféré. C'est important d'avoir un super-héros préféré, messieurs, dames. Il y a beaucoup d'énergie à en tirer Mmh. donc voilà. Je me sens pas Batman, je me Tu te sens pas sens peut-être, Superman, je me sens pas Bruce quelque Wayne? Tu es juste Bruce Wayne, le mec, l'homme normal, qui fait sa vie, qui fait ce qu'il a à faire, qui est dans sa mission, qui fait sa contribution au ouais, monde, qui se développe dans sa vie de couple, qui essaye de se développer dans sa mmh, vie d'homme, tout court. C'est peut-être juste le mmh Bruce mh. Wayne aujourd'hui? Sans les milliards. Sans les milliards. Les milliards, ils sont à l'intérieur. Exactement, exactement. Ils sont à l'intérieur et puis j'ai pas heureusement, je suis plus dans le garage de Batman, comme j'étais il y a quelques années. J'ai pas la Batmobile, j'ai pas les équipements, je connais pas Catwoman, enfin, il y a toute cette partie cachée de Bruce Wayne, tout ça, j'ai pas. Mmh. Mais Qu'est-ce que tu as? effectivement, je suis un peu, je me vois vraiment comme tout le monde, quoi. Je suis Et tu debout, es je fais où? mon taf, il y a Si des tu pas trucs, c'est dans la super grotte, facile, il y a des trucs non, non, je suis pas dans la grotte, non, je suis, tu où? bah, je suis dans son manoir, dans un fauteuil bien cosy au coin du feu avec éventuellement un bon verre de rouge que je bois très rarement, puis un cigare bon à fumer que j'ai fumé 2 fois dans ma vie quand, à l'époque où j'étais à Cuba. Là, je suis là Et et qu'est-ce que et tu le te dis manoir, de c'est de la toi? richesse intérieure et ça Qu'est-ce que tu pardon? te dis? Qu'est-ce que tu te dis de toi aujourd'hui? Là, tu es, en train de fumer ton cigare, ce verre de Mmh, vin rouge, ce bon vin rouge, dans le fauteuil mmh. confortable. Tu repenses à tout ça de tes 30 ans à tes 41 ans et qu'est-ce que tu te dis de toi aujourd'hui? Putain, mais merci, quoi. Merci. J'ai fait d'ailleurs ça. On m'a dit une fois dans une séance, je sais plus avec quel thérapeute, elle m'avait dit: «Tu manques de reconnaissance, en fait, envers toi». Mmh. Tu manques de regarder le chemin que tu as parcouru, tu manques de recul par rapport à tout ce que tu as fait, tout ce que tu as transformé, tout ce que tu as traversé. Tu manques de recul sur tout ça et ça te ferait du bien et elle m'avait donné un exercice que je donne des fois à des clients et que je vous partage, évidemment. Regardez le moment de votre vie où vous étiez au plus mal, même si vu ton audience, c'est peut-être maintenant. Cherchez un autre point dans votre vie où vous avez été à peu près aussi mal que ça, où vous étiez en tout cas beaucoup plus bas, heu et écrivez-vous une lettre. Écrivez-vous, genre Patrick, là, 41 ans, écrit une lettre à Patrick de quand il était au plus bas, à 30 ans dans son appart. Ça, je l'ai fait 2 3 fois déjà et de me dire: «Putain, mais merci, quoi». Je Mmh. sais que tu chies, je sais que c'est dur, je sais que tu dors pas, je sais que quand tu vas acheter à manger parce que tu as faim, tu penses pas acheter à manger pour le repas suivant, puis que le repas suivant, tu auras faim à 4 heures du mat parce que tu as pas de vie à ce moment-là, puis que tout est fermé à 4 heures du mat, donc tu as plus rien à manger, puis tu vas remanger des pâtes pour la 328e fois de la semaine. Je sais que tu galères, je sais que c'est dur, je sais que c'est chiant, je sais que tu comprends rien ou si peu. Je sais que tu as aucune ressource, parce que tu les vois pas, mais tu en as des millions. Mais malgré tout ça, tu vas aller travailler sur toi, tu vas faire ces séances, tu vas aller chez ta psy, quand elle va te demander: «Est-ce qu'on se voit une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines?» tu vas lui dire: «Non, on va se voir 2 fois par semaine» parce qu'on va aller plus en profondeur avec ça. On va pas aller plus vite, mais on va aller plus loin.
Mmh. C'est toi qui vas prendre cette initiative, elle va dire: «Ouais, c'est pas fréquent, mais ça peut se faire aussi. Merci d'avoir fait tout ça. Merci de pas avoir arrêté. Merci de pas t'être découragé et merci de me montrer l'exemple que même moi, là, maintenant, je suis bien, je suis heureux dans mon fauteuil avec mon verre de rouge et mon cigare et à côté du feu. C'est pas pour autant que je vais arrêter. Parce que ça, là, ce que j'ai maintenant, je veux que ça continue, en fait. Ce sont des très beaux Donc mots. J'ai même pas besoin de te poser la question de la fin de qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui écoutent et qui sont en souffrance parce que tu viens de le faire. Et c'est un mmh, très bel exercice en effet. S'il faut pas oublier, mmh, comme tu l'as très bien dit, que, bah, aujourd'hui c'est dur, mais c'est pas la première fois et vous avez déjà mmh, rebondi et du coup, vous c'est avez ça. déjà développé des ressources et ces ressources, elles sont toujours là, mais elles sont juste cachées. Il faut juste les faire remonter Mmh, et cette lettre est très belle, très bonne intention et un très, très bel exercice également. mmh. Qu'est-ce que je t'ai pas demandé et que tu aimerais dire? Ben, il y a un truc que j'aime bien dire quand même à mes clients, c'est le seul conseil que je donne. Je suis pas là pour donner des conseils aux gens, ce serait comme leur prêter mes clés pour ouvrir leur serrure, ça va pas, faudrait une chance inouïe pour que ça marche. Mais le seul conseil que je donne vraiment, parce que ça, il est universel, c'est faites ce qui est juste pour vous, le plus souvent possible. Si c'est 322 fois par jour, faites-le 322 fois par jour. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de plus vouloir aujourd'hui les engagements que vous avez pris il y a quelques années. Vous avez le droit de manger les 3 desserts au resto, si c'est juste pour vous sur le moment. Vous avez le droit de vous en vouloir après, si c'est juste pour vous. Hem, Faites ce qui est juste pour vous le plus souvent possible, heu, pas juste en termes de justice, parce que sinon il y a deux trois personnes que j'irais tuer, mais juste en termes de justesse, Ouais. juste venant de la justesse, pas venant de la justice. Mmh. Parce que ce qui est juste pour vous, déjà, c'est ce qui va vous amener à vous retaper, à vous remonter, j'ai envie de dire. C'est ce qui va vous amener plus d'énergie, plus de justesse, qui va vous nourrir le le mieux et le plus souvent possible et en même temps, c'est un magnifique et formidable exemple que vous donnez aux gens autour de vous de: «C'est comme ça qu'il faut me traiter». Mmh. Ouais, très important ça. Parce que les gens ont souvent l'impression que: «Ouais, mais on me traite pas comme je mérite». Bah, en restant auprès des gens qui te traitent pas comme tu mérites, tu te traites pas non plus comme tu mérites. Complètement. Alors Mmh. montre Pas de l'exemple de comment il faut me traiter et les gens, il y a je veux pas te je veux pas maintenir le suspense, hein. En faisant comme ça, vous allez perdre des gens. Il y a des gens autour de vous qui vont se barrer. Mmh mh. Vous allez démissionner, donc vous allez perdre des collègues, vous allez déménager, donc vous allez perdre des voisins ou ça peut être dans la famille, ou ça peut être des enfants, ça peut être des potes, ça peut être le conjoint, conjointe aussi. Vous allez perdre des gens, c'est sûr, mais ça va vous en amener d'autres, des nouveaux, qui vont avoir instinctivement ce truc de: «Il faut traiter les gens avec justesse et faire ce qui est juste» et donc vous serez vous-même, vous aurez créé un environnement en vous et par résonance autour de vous qui est plus juste et c'est le meilleur endroit où vous pouvez refleurir, en fait. Et du coup, vous êtes là à s avec ce que vous vivez aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour commencer à faire ça. Faites ce qui est juste pour vous. Très bon point de départ et très beau mot de la fin. Très très beau mot de la fin pour nous, pour un très bon point de départ pour les gens qui vont écouter ça. Mais carrément. Bah, Parce que écoute, la fin n'est qu'un merci. recommencement. La fin n'est qu'un recommencement. Mais ce qui est bien pour recommencer, c'est que tu peux faire les choses différemment. Tu es pas obligé de faire la même chose et tu peux justement à chaque fois t'éclater, Exactement. à faire des expériences différentes, à tester Ouais, ce que tu as pas fait l'autre fois et vraiment, ouais. bah, prendre un peu les choses comme un jeu parce que c'est ça en fait la vie, c'est ça qui la rend extraordinaire, c'est que il y a pas de vrai game over, en fait. Il y a juste, «Allez viens, on recommence. Allez, vas-y, Mmh essaye mh. différemment. Prends la leçon et rejoue, rejoue. Vas-y» Mmh. et c'est ça qui est magnifique. Je dirais même que c'est conseillé de faire autrement. Oui, oui. Parce que même pour ceux qui ont déjà fait des jeux vidéo ou ceux qui ont fait,
je sais pas, j'ai cette image en tête de faire du tricot ou de la cuisine. Quand vous faites toujours le même pull, quand vous faites toujours la même partie de jeu vidéo avec le même personnage, puis que vous passez aux mêmes endroits, puis que vous prenez les mêmes passages secrets, puis qu'en cuisine, vous faites toujours les mêmes plats et puis toujours les mêmes recettes et puis toujours les mêmes temps de cuisson, puis les mêmes températures, bah, vous arrivez avec un truc à la fin que vous connaissez, quoi. Mmh. Il y a plus de surprise? Il y a plus de Oui, plaisir? c'est ça, Il y a plus c'est ça, de vibres, il y a c'est c'est éteint ça. à la fin. Et je dirais même ce qui est dangereux, c'est que si vous êtes à un endroit où vous sentez le besoin ou l'envie de recommencer, bah, c'est que la fin ne vous plaît pas. Donc refaites pas la même chose. Mmh. Sinon vous allez re-arriver là. Faites en sorte que votre futur ne soit pas derrière. Mmh. Très bien dit. Eh ben, merci bien Patrick pour tout ça. Où est-ce qu'on te retrouve? Instagram, c'est mon réseau le plus à jour, c'est là où je suis le plus actif. Mmh. Patrick Bonfils thérapeute. Les liens seront probablement, forcément dans la vidéo, dans la publication. Ouais, Donc, là, vous pouvez me retrouver, poser des questions dans les commentaires de cette vidéo, sur ma page, sur la page de Magali. On est en contact elle et moi, donc, s'il y a des questions pour moi qui arrivent sur sa page, elle me les transmettra et yep. inversement. Donc voilà, me retrouver, le meilleur endroit, c'est Instagram. Mmh, parfait. Bah, merci à toi pour ce partage plein d'authenticité. Merci de votre écoute. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous nous écoutez et à très bientôt pour la suite. Bye bye.